Alors, nous voilà de retour. Donc, on est toujours sur le chapitre 1, donc du deuxième polycopier, donc celui de statistiques. Et on en était donc aux variables quantitatives, c'est-à-dire lorsque ma série statistique, x1, xn, donc ça c'est une série statistique, elle est univariée parce que j'ai qu'un seul caractère étudié. Donc, cette fois-ci, le caractère x que l'on étudie est de nature quantitative. Alors, par exemple, quelle nature quantitative on peut avoir si je m'intéresse au... alors, qu'est-ce que je pourrais avoir On pourrait avoir l'âge des étudiants d'une classe. Alors, on va dire que... on va prendre que des âges entiers. On va dire, bon, soit j'ai 17 ans, 18 ans, 19 ans et 20 ans. Voilà. Donc ça, c'est l'âge. Donc ici, on a bien M1, M2, M3 et M4. Donc grand J est égal à 4. Et on va prendre une classe de 100 personnes, une promo de 100 personnes. Donc ici, on a les MJ. On va inscrire ici les effectifs. Disons qu'on a 10 étudiants extrêmement jeunes. On a à peu près le même nombre qui sont encore en première année, donc on redoublait beaucoup. Et en général, vous vous situez plutôt aux alentours de 18-19 ans, donc disons une forte majorité ici. Et donc, il ne nous reste plus que 20 personnes à mettre ici. Imaginons cet exemple-là. Alors, bien entendu, on peut également calculer à ce niveau-là les effectifs cumulés. Donc ici, 10, 70, 90 et 100. Comme on l'a vu, ça c'est égal à n. On peut également calculer les fréquences. Donc ici, 0,1, 0,6, 0,2 et 0,1. D'accord? C'est-à-dire ça sur n, ça sur n, ça sur n et ça sur n. On peut également calculer les fréquences cumulées. Donc 0,1, 0,7, 0,9 et je finis donc forcément à 1. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme beau dessin avec ça? Bon, alors je peux déjà faire un diagramme en bâton. Par exemple, mettre ici, hop, mettre ici. Bon, alors on va changer d'échelle. On va mettre 17 ans, 18 ans, 19 ans et 20 ans. Alors, on a 10 personnes ici. Donc, on va dire que 10, c'est à peu près là. 60, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60. Là, on a 10, 20. Donc, voilà, j'en ai 20. Et puis là, 10. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça, c'est un diagramme en bâton. Tout simple, que j'ai effectué en fonction de soit vous écrivez NJ, soit vous écrivez NJ. Donc en gros, ici, soit j'aurai 0,1, soit j'aurai 10. Diagramme en bâton. Ou alors, parce que bon, celui-là n'a pas grand intérêt, ou alors, ah oui, avant de finir, imaginons que j'avais pas des âges fixes, mais qu'on avait demandé aux étudiants de remplir leur âge réel. Bon, alors du coup, au lieu d'écrire 17, 18, 19 et 20, j'aurais plutôt mis... Je reviendrai sur cet exemple après. D'accord? Donc pour l'instant, je vais effacer ça. Quel autre dessin on peut faire? Alors, écrit comme ça, donc, on considère la variable x comme étant de nature quantitative discrète. Étant donné que j est un nombre relativement petit. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, je vous ai dit que ça avait quelque chose à voir avec la fonction, avec les probabilités. Donc, je vous ai dit qu'en proba, ça, ce serait quoi? X, ce sera une variable aléatoire discrète qui a un support de cardinal fini qui vaut, donc le support, c'est-à-dire les valeurs possibles prises par la variable aléatoire, ce serait 17, 18, 19 et 20. Dans ces cas-là, ici, c'est grosso modo, ça sera un peu les probas. Donc, on imagine ça comme une proba. Et là, ce serait les probas cumulés. Sauf que là, ça s'appelle des fréquences et des fréquences cumulées. Mais ce qu'on fait en général, si ça avait été une variable aléatoire, on aurait pu calculer la fonction de répartition, en tout cas tracer la fonction de répartition empirique. Écrire 17, 18, 19, 20. Comment on aurait tracé ça? On aurait dit, avant, ça c'est un peu les probas, la fonction de répartition. Avant 17 ans, je vaux 0.
Ensuite, alors ici, on va mettre 0,1, 0,2, 0,3, 4, 5. Alors là, on va diviser en 2 parce que sinon c'est trop petit. Donc ensuite, à 17 ans pile, je passe à 10%, donc je passe à 0,1. Une fois que j'arrive à 18 ans, ben, je passe à 0,7, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, on a un saut. Arrivé à 19 ans, je passe à 0,9. Voilà, et arrivé à 20 ans, on passe à 1. Ça, ce serait la fonction de répartition de la variable aléatoire x. Sauf que ici, on n'est pas dans la loi de probabilité, donc on va appeler ça fonction de répartition empirique. Donc juste en rajoutant le mot empirique et en rajoutant un petit n à f. Et donc comment on l'a construit? On l'a vraiment construit en rajoutant 0,1, 0,7, 0,9 et 1. Donc ces valeurs-là. Voilà comment on construit la fonction de répartition empirique d'une variable quantitative discrète dans le cas des statistiques descriptives. Maintenant, imaginons que finalement, je n'ai pas demandé aux étudiants lors de l'enquête de me donner un âge rond, mais de me donner leur âge au jour près, c'est-à-dire de l'écrire sous forme de virgule. Dans ces cas-là, j'aurais eu beaucoup trop de cases, donc j'aurais eu un J, donc un nombre de modalités différentes beaucoup trop grand, donc j'aurais préféré regrouper les choses en classes. Donc du coup, j'aurais regroupé, j'aurais dit, bon, bah alors, avoir entre 17 et 18 ans, avoir entre 18 et 19 ans, avoir entre 19 et 20 ans, et avoir 20 ans ou plus. Alors là, on est obligé de mettre un nombre, donc on mettra 30 par exemple. D'accord? Alors du coup, qu'est-ce qui se serait passé? Ah non, peut-être pas 30, je vais mettre 21. Parce que sinon, au niveau de mon dessin, ça va être casse-pied. Bah, ça aurait été exactement la même chose, ils auraient rempli les choses de la même façon, sauf que ici, il aurait fallu que je traite ça de façon continue. Alors de façon continue, ça se traite plus du tout de la même façon. Alors voilà comment on trace une fonction de répartition dans le cas continu, une fonction de répartition empirique. On relève les valeurs qui sont là, donc 17, je suis à 0,1. Ici, je suis bien comme ça, ici, je suis bien comme ça, et ici, je suis bien comme ça. On sait que dans le cas, on sait qu'une fonction de répartition en probabilité dans le cas continu est une fonction qui est continue et qui est croissante. On sait qu'à l'extérieur du support, par là, on va vers 1. Dans l'autre sens, on va aller vers 0. Donc on continue par là et on se dit, bah, finalement, on va considérer qu'à l'intérieur de la classe, ça se passe de façon continue. Je vous rappelle, hein, une variable aléatoire uniforme sur un intervalle A, B. Comment on fait? On a ici une certaine valeur, on a ici une certaine valeur. Voilà, on sait qu'on est comme ça, et on dit, oh ben voilà, tout simplement, oups, ici, on est comme ça, et comme ça. Et ben là, c'est pareil. On va juste rejoindre les points de cette façon-là. De 17 à 18. Non, et puis en plus, je me suis trompée. Excusez-moi, j'ai oublié un point. Je ne vais pas refaire la vidéo parce que ce serait trop casse-pied. Donc, on a tous le droit à l'erreur. C'est parce que j'ai oublié une valeur, 21. Et si j'ai pas cette valeur-là, ça ne va pas le faire. Donc, c'est celle-ci qui est à E. Donc, voilà comment on remplit les choses. Pour ne pas se tromper, on écrit toutes les valeurs. On commence par la dernière, 21. On dit qu'à 21, je dois finir à 1. Donc là, je partirai de là. Et ensuite, on commence à remplir les autres. Ensuite, on a dit qu'on était à 0,9. Ensuite, on est à 0,7. Ensuite, on est à 0,1. Et donc ici, on sera à 0. Autant pour moi. Et donc, ici, je vais considérer qu'à l'intérieur des classes, je suis comme ici, comme uniforme
énormément distribué. Et ici, je suis à 0. Donc je vous invite à commencer toujours par la fin pour ne pas avoir à vous tromper. Donc finalement, on rejoint tous les points par des segments. Et ce qui justifie qu'on considère ici que les choses sont réparties uniformément, c'est parce qu'on se placera, et ça il faudra toujours l'écrire, sous l'hypothèse d'équi-répartition. D'équi-répartition dans les classes. Alors c'est quoi les classes? Ici on aura C1, C2, C3, C4, et donc ici on appellera ça CJ. Et là on vient de tracer donc la fonction de répartition empirique dans le cas d'une variable aléatoire considérée comme continue. Parce que le nombre de classes est toujours ici 4, mais le nombre de valeurs réellement différentes ici était trop grand. Avant de clôturer ce chapitre, il y avait encore une chose que je ne vous avais pas dite, c'est de vous parler de la statistique d'ordre. Et ensuite, ça clôturera cette vidéo. Juste pour qu'on comprenne bien les choses. Alors, je vais prendre juste une série très simple. Je vais prendre x1, x2, x3, x4, x5. Je vais juste en prendre 5. Je vais leur donner des valeurs. x1, disons que c'est 2, ça c'est 1, ça c'est 3, 1, 2, voilà. On voit bien ici que le nombre de les modalités, il y a 3 valeurs différentes, c'est 1, 2 et 3. Donc, pour pas que ça se suive, je vais dire 6. Donc on voit bien qu'ici, les modalités différentes sont M1, M2, M3. J'en ai que 3 différentes qui sont 1, 2, 6. Elles sont strictement différentes. Alors que les xi peuvent être égaux. Ok ? Et ensuite, on appelle statistique d'ordre. Et on note ça comme ça, avec une parenthèse, et ça c'est très important de bien la comprendre, x2, x3, x4, x5. Donc il y en a autant que la série initiale, sauf que 1, ce sera la plus petite des valeurs. Donc la plus petite des valeurs ici, c'est 1. La deuxième valeur la plus petite, c'est 1 aussi. La troisième valeur la plus petite, c'est 2. La quatrième valeur la plus petite, c'est 2. Et ici, donc la plus grande, c'est 6. Finalement, on retient que x1, ce sera le minimum, et xn, ce sera le maximum. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une statistique d'ordre. Statistique d'ordre. Et ça, on en aura besoin dans le second chapitre et dans les chapitres suivants. Donc j'espère que j'ai été claire et que je n'ai rien oublié. Est-ce que je n'ai rien oublié là-dessus? Je vérifie. Non, je n'ai rien oublié. Ah si, peut-être une dernière chose, mais j'ai effacé. Bon, si je reprends mon dessin ici, j'avais défini les classes. Donc par contre ici, les classes, voilà. J'aurais pu faire des choses comme ça. Là, c'est ce qu'on appelle un histogramme. Alors, c'est pas la même chose que le diagramme en barre de tout à l'heure avec les couleurs, parce que ici, la taille, la largeur de la barre, du rectangle, est imposée par la largeur de la classe. Et ici, vous pouvez mettre soit FJ, soit NJ. Et ça, c'est ce qu'on appelle un histogramme. Mais bon, je pense que ça, vous n'aviez pas besoin de moi pour le comprendre dans le polycopier. Voilà, on se verra pour le chapitre 2.